Je vais un peu sortir de ce que j'avais préparé parce que là, je trouve qu'on commence à rentrer, on commence vraiment à rentrer dans le débat avec les derniers échanges qu'il y a eu. J'étais pas là hier après-midi, donc je ne sais pas jusqu'où vous étiez allé dans les débats. Mais là, les questions qui viennent d'être posées, c'est vraiment les questions en fait qui sont assez fondamentales et autour desquelles on tournait quand même depuis le début. Je vais reposer quelques petits sujets. D'abord, concernant la composition des CPTS, la loi, elle permet tout, hein. Je le rappelle, la loi, elle permet tout. La seule chose qu'elle dit et qu'elle impose, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des acteurs des soins primaires dans la CPTS. C'est le seul élément de composition obligatoire. Mais après, il peut y avoir effectivement aussi bien des acteurs hospitaliers que des acteurs médico-sociaux, des acteurs sociaux. Et d'ailleurs, on voit dans les projets de CPTS qui émergent aujourd'hui, parce que maintenant on en est, je crois, à 400, ça augmente très vite maintenant, suite effectivement à l'impulsion qui a pu être et donnée au portage collectif qui a pu être fait. On a différentes configurations de ces PTS qui existent. Et je pense que vraiment l'important, c'est surtout de ne pas de normer. Là, je partage complètement ce que dit Gézé, j'en sais bien, c'est pas que le monde académique, maintenant c'est de façon globale, il faut éviter d'être normatif et prescriptif. On a cette tendance naturelle. Les mêmes d'ailleurs qui nous demandent, il faut regarder de l'agilité des acteurs, hein. Combien de fois j'ai eu le ministère ne laisse pas suffisamment de marge de manœuvre, ne laisse pas suffisamment les acteurs agir, etc. Les mêmes au Parlement intervenaient pour déposer des amendements pour essayer de normer les missions des CPTS, de normer la composition des CPTS, de normer la composition du projet territorial de santé, etc. etc. Il faut vraiment résister à cette tendance-là. La loi, elle permet tout, et c'est très bien comme ça. Et c'est la première fois qu'on a une loi, justement, qui, sur un certain nombre des objets fondamentaux, n'a pas voulu être prescriptive et normative, a donné un cadre, a aussi, bien sûr, avec la négociation conventionnelle, orienter les financements publics, parce que quand on donne un financement, on peut avoir quand même des contreparties en termes et des attentes en termes d'objectifs, pas de façon de le faire ou d'organisation, mais d'objectifs. Donc ça, c'est quand même le minimum, effectivement, qu'on peut souhaiter. Il faut vraiment se garder de porter l'idée d'un modèle unique ou d'une réponse unique. Je crois que c'est ce que vous avez quand même porté sur ces 2 jours, le fait que chaque territoire doit pouvoir s'organiser en fonction des ressources disponibles, de la dynamique des acteurs, d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est une révolution dans ce pays qui n'a pas tout à fait cette tendance-là. La deuxième chose, je pense qu'il y a une confusion sur le sujet des CPTS et la responsabilité populationnelle. La CPTS n'a pas le monopole de la responsabilité populationnelle. Je pense que c'est ça la confusion du débat qui a. La responsabilité populationnelle est partagée entre plusieurs catégories d'acteurs. Le sujet derrière, aujourd'hui, l'évolution, c'est effectivement de dire que ce qu'on souhaite porter de plus profondément encore aujourd'hui, c'est que sur un territoire donné, là aussi, on n'a pas voulu être prescriptif. D'ailleurs, nous n'avons pas défini ce territoire-là. Et je vous mets en garde de définir le territoire. Parce que là, vous allez tomber sur les débats GHT. Donc, est-ce que c'est l'hôpital qui définit le territoire? CPTS, est-ce que c'est les libéraux qui définissent le territoire? CLS, est-ce que c'est les collectivités territoriales qui définissent le territoire? Territoire de santé au sens du PRS, est-ce que c'est l'ARS qui définit le territoire? Vous allez tomber dans tous ces débats-là. On a fait exprès, effectivement, de ne pas définir le... Oui. Les territoires de garde, secteur de santé mentale. Je peux vous faire la liste de tous les territoires de santé qui existent déjà. Donc, on a fait effectivement ce choix fondamental. Un certain nombre poussé à ce qu'on définisse les territoires de référence. Mais justement, on s'est dit, là, la responsabilité populationnelle, il faut que ça soit un territoire qui fasse sens. Sens par rapport aux besoins de la population, qui fasse sens pour les professionnels de santé du territoire. Donc, le but, c'est sur un territoire donné, effectivement, d'avoir une organisation des professionnels sur ce territoire, de tous les professionnels dans toutes leurs composantes à la fin. C'est bien ça l'objectif final, qu'ils puissent s'organiser pour organiser une réponse collective aux besoins de santé de la population sur un territoire. Ce n'est pas nouveau, hein. On a utilisé d'autres termes précédemment pour dire à peu près la même chose. Aujourd'hui, effectivement, c'est cette notion de responsabilité populationnelle qui émerge. Mais ça montre aussi qu'au final, dans une perspective, alors je ne sais pas, je ne vais pas me lancer de savoir si c'est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on a quand même tous en tête un petit modèle d'intégration territoriale qui dit pas son nom. Mais c'est un peu ça qu'on a en tête. Ce que vous avez vu, cette présentation de ce matin de HLSOM, c'est un modèle qui est très abouti. Là, on a la totalité, puisqu'on a le contrat local de santé, qui est en même temps qu'un territoire qui intègre assez bien, effectivement, le secteur médico-social, que la ville, que l'hôpital. Et d'ailleurs, ce sont les médecins libéraux qui font tourner l'hôpital sur ce territoire-là. Donc là, on est vraiment dans une intégration extrêmement aboutie.
Mais en même temps qu'HLSOM existe, et j'en suis ravie, comme je dis à chaque fois, quand j'ai un coup de blues sur l'évolution du système de santé en France, je fais un petit tour à HLSOM et ça me remet un peu la patate, où je me dis finalement c'est possible, on peut faire des choses, on peut y arriver. Mais pour autant, ce modèle-là, ou je dirais pas le modèle en soi, parce que j'ai dit il faut pas, surtout éviter les modèles, mais en tous les cas, ces objectifs, ce qu'ils portent en termes d'objectifs de santé, on n'a pas su le reproduire en Pays de la Loire. Donc, ça interroge. Bien sûr qu'il y a d'autres projets, d'autres natures qu'on puisse développer en Pays de la Loire, mais il y a des territoires entiers de Pays de la Loire. Là a été évoqué la Sarthe ce matin, sur lequel il y en a quand même une situation qui est assez dramatique en termes de santé publique. On n'a pas été capable de le porter. Donc, et ça renvoie vraiment à un des enjeux fondamentaux qui explique sans doute cette confusion de savoir qui est responsable de la responsabilité populationnelle. Une des conditions pour pouvoir avancer sur les territoires, et qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité, il faut une plus grande organisation des soins ambulatoires. C'est une des conditions de départ pour un certain nombre de choses. On a beaucoup parlé de virage ambulatoire, on en parle d'ailleurs moins actuellement, mais je ne parle pas de la chirurgie ambulatoire. Pour moi, ça, ce n'est pas le virage ambulatoire. Je parle du vrai virage ambulatoire. Donc vraiment, effectivement, cette volonté d'avoir une organisation des prises en charge plus proche des lieux de vie à domicile et impliquant avec une prise en charge transversale et autres. Ce virage ambulatoire dont une contrepartie, effectivement, moins de temps passé à l'hôpital derrière, il n'a de sens que s'il y a quelqu'un pour prendre en charge la personne et accompagner la personne ensuite à domicile. Autrement, c'est à l'heure. On a une réduction des durées moyennes de séjour, mais la personne est en non-solution finalement de prise en charge et de soins au final. Les urgences, moi je veux bien, on peut dire aux patients, vous n'allez pas aux urgences pour la babologie, etc. Mais si en contrepartie, il ne peut pas obtenir une consultation en soins non programmés, donc effectivement dans les 24 heures ou dans les 48 heures, qui correspond à l'expression de son besoin de santé, peut-être pas justifié toujours, mais en tout cas qui correspond à l'expression de son besoin de santé, on a du mal à être compris et à être entendu, et c'est légitime. Et finalement, le patient est assez rationnel d'aller aux urgences dans ce cadre-là. Donc on voit bien que si effectivement on n'est pas capable d'organiser cette réponse en ville, domicile, ambulatoire, je ne sais plus quel terme il faut utiliser au final, on n'arrivera pas à faire bouger le modèle dans son ensemble. Et même les évolutions qu'on souhaite pour l'hôpital, elles ne pourront pas avoir lieu. Donc effectivement, Ma Santé 2022 repose sur un défi fondamental, et c'est un vrai défi. Je dirais c'est un pari. Moi, je ne sais pas si on va le gagner. Mais je pense qu'on a tous intérêt à essayer de le gagner. C'est qu'effectivement, on puisse avoir une structuration plus forte des soins ambulatoires. C'est la condition de tout le reste. Si ce défi-là et ce pari-là, on ne réussit pas à le gagner, on peut parler de coopération ville-hôpital pendant très très longtemps, ville-hôpital médico-social pendant très très longtemps. Ça n'aura pas beaucoup de suite. Et d'ailleurs, même quand je suis très énervée, à certains moments, je dis, à ce moment-là, il n'y aura plus qu'une solution, c'est de remettre massivement des moyens à l'hôpital, parce qu'on aura perdu le pari de cette transformation et de cette évolution. Et ce sera un vrai échec collectif, parce que cette évolution, elle est liée à l'évolution des besoins de santé. Ce n'est pas pour faire des économies à l'hôpital. Ce n'est pas parce que c'est un effet de mode. À la limite, de toute façon, l'argent, on le mettra dans le système de santé. Donc, qu'il soit à la ville ou à l'hôpital, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'avec le vieillissement de la population et le développement des pathologies chroniques, on est beaucoup plus sur des prises en charge au long terme, pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, qui vont demander effectivement de l'accompagnement organisé en équipe, avec, bien sûr, il y a toujours besoin de l'hôpital, avec des passages à l'hôpital, mais quand même l'essentiel de la prise en charge, elle sera à proximité de son domicile, avec effectivement des équipes organisées sur les territoires. Et ça, c'est l'évolution fondamentale des besoins de santé. Donc c'est à ça qu'on doit se préparer. Donc si on ne réussit pas à faire ces virages-là et à mettre en place ces conditions-là, au final, on aura échoué par rapport à notre obligation collective, qui est celle d'avoir un système de santé qui soit adapté et organisé en fonction des besoins de santé de la population tel qu'ils se présentent à l'avenir. Et notre responsabilité, tu disais tout à l'heure, Jean, c'est de se projeter. Ben là, il faut bien qu'on se projette. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on veut être au rendez-vous, même si effectivement l'urgence est très présente dès aujourd'hui, mais si on veut vraiment être au rendez-vous des 5-10 prochaines années, c'est maintenant que ces évolutions fondamentales doivent être enclenchées. Alors c'est vrai que partant de ce constat-là,
il y a une petite réorientation, je le dis objectivement, sur les CPTS, de dire que comme l'enjeu, c'est la structuration des soins de ville, il y a un outil qui semble parler aux professionnels de la ville aujourd'hui. C'est déjà une évolution, parce que ce n'était pas si net. Je rappelle que l'outil a été créé en 2016. Alors mal né, puisque sur les restes du service territorial de santé au public, donc suite à un mouvement de grève, etc. Donc c'est sûr qu'il n'était pas né dans les meilleures conditions possibles. Mais après 2016, c'est pas très bien parti. Enfin, les CPTS, il y en avait quand même très très peu de projets. D'ailleurs, je fais ma culpa. Moi, en Pays de la Loire, j'étais en ARS à l'époque. Moi, j'ai dit à l'époque que je ne croyais pas aux CPTS. Vous ne le répétez pas derrière, parce que là, je vais avoir l'air... Mais honnêtement, on avait investi massivement plutôt sur les ESP, plutôt sur les MSP, parce qu'on pensait plutôt que le besoin premier, déjà les MSP étaient bien développés, c'était plutôt d'avoir l'échelon de base qui est les équipes de soins primaires, voilà. Et les CPTS, on ne voyait pas très bien à quoi ça allait correspondre. Aujourd'hui, on a une volonté, effectivement, j'espère elle va durer, mais en tous les cas, il faut l'accompagner, cette volonté, des acteurs de ville, de pouvoir se retrouver dans un cadre collectif commun qui s'appelle la CPTS, dont l'avantage est d'être un outil assez souple, puisque là, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'obligation de regroupement, il n'y a pas de... c'est un engagement autour d'objectifs qui sont fixés. Donc là, encore une fois, là, c'est effectivement les objectifs qui ont été fixés aujourd'hui dans l'ACI sur notamment l'accès aux soins, les soins non programmés, l'accès aux médecins traitants, les soins non programmés, les actions de prévention et l'organisation des parcours. Mais sans dire comment les acteurs doivent s'organiser en contrepartie. Ce n'est pas prescriptif sur l'organisation elle-même. C'est prescriptif sur ce qu'on attend en termes de résultats et avec un accompagnement financier qui va. Et donc, effectivement, on porte plutôt aujourd'hui des CPTS qui, pour la majorité, sont surtout structurés vont se structurer principalement autour des acteurs de ville. Mais ça ne veut pas dire que, dès le départ, sur un certain nombre de territoires, parce que, encore une fois, l'économie de ce territoire le permet, l'autorise, dès le départ, les acteurs médico-sociaux, sociaux ou hospitaliers ne seront pas eux-mêmes membres de la CPTS. Et s'ils n'en sont pas membres, l'enjeu va bien sûr de créer les interfaces et cette structuration du travail en commun. Mais si je voulais être un peu provocatrice, ce qui ne m'arrive jamais, je rappellerai aux acteurs hospitaliers présents aujourd'hui que sur les GHT, ils n'ont pas été toujours très, très soucieux de la relation avec l'extérieur. Et légitimement, ça a été tellement compliqué. Rappelez-vous, la construction des GHT, même dans des régions plus faciles que d'autres, où, comme je répétais régulièrement, il faut quand même déjà laver son linge sale en famille. Et donc, j'ai la première à dire quand, à l'époque, les libéraux, les élus, les usagers m'interpellaient à RS en me disant mais non, c'est pas ce qui se passe dans les GHT. Qu'est-ce que sont en train de faire les acteurs hospitaliers publics entre eux? Je ne parle pas même pas des cliniques, mais eux savaient à peu près ce qui se passait en fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nous, on est au courant de rien. On ne sait pas ce que c'est le projet médical partagé, etc. Je leur disais mais attendez, vous vous rendez pas compte la révolution que c'est pour eux? C'est pas parce que vous êtes public que vous coopérez naturellement ensemble. Et il y a beaucoup de choses à régler. Ils ont besoin de se parler. Ils ont besoin de travailler ensemble. Laissez-leur du temps, laissez-leur après, bien entendu. L'enjeu, ce sera qu'ils puissent venir partager, échanger, et qu'ensuite ces projets, effectivement, puissent bien sûr s'intégrer dans des projets de territoire. Et d'ailleurs, j'insistais aussi pour rappeler que les projets médicaux partagés ne sont pas des projets de territoire. De la même façon que les CPTS n'ont pas le monopole de la responsabilité populationnelle, de la même façon, les GHT n'ont pas le monopole des projets de territoire, des projets médicaux de territoire. Ça, c'est aussi des choses à se rappeler. Et effectivement, pendant 2 ans, sur la plupart des territoires, les GHT, ils ont fonctionné contre de réunions d'acteurs publics. Et maintenant, l'enjeu, c'est qu'effectivement, les GHT aussi puissent avoir cette ouverture à leur environnement et puissent être aussi l'interlocuteur qui va pouvoir aider à structurer le dialogue, la discussion pour une partie de l'offre de soins du territoire. Et au final, ce qui compte, effectivement, c'est qu'avec ces différentes boîtes, à un moment donné, on trouve cette voie effectivement d'un dialogue territorial et d'une construction territoriale. Et pour ça, il va y avoir quand même, il y a besoin d'un certain nombre aussi de conditions qui sont posées. Il y a certaines évolutions qu'il va falloir accompagner. Le SI, le numérique, vous en avez beaucoup parlé. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, maintenant,
Honnêtement, on peut quasiment tout faire avec le numérique et encore plus, je pense demain. Après, quand même, n'oublions jamais que les SI ne sont qu'un outil. Hein. La base, ça reste quand même l'organisation. Je reviens sur la présentation de TSN Land de ce matin, qui est un modèle que je connais bien. Je suis allée les voir. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais allée voir TSN Land, c'est pas la plateforme à Mont-de-Marsan. C'est pas l'outil numérique qui est associé, c'est pas Paco Globule et autres. Ce qui m'avait marqué, c'est l'organisation qu'il y avait derrière. Vous imaginez déjà, moi à l'époque, c'était 50% des médecins généralistes qui utilisaient Paco Globule. Ce matin, a priori, il parlait plutôt de 3/4 des médecins. Les pharmaciens étaient tous dedans, les infirmiers étaient tous dedans. Ils ont tous les mêmes outils numériques. Ils se déplacent tous à domicile avec leur tablette, leur smartphone, avec les informations disponibles, applables, etc. Des informations récentes qui sont en flux. Derrière, il y a toute une organisation avec ce dialogue infirmière et soignante sur l'organisation du retour à domicile. En direct, j'ai pu assister à des appels avec l'organisation autour de retour à domicile de personnes âgées. C'est assez extraordinaire, mais c'est une organisation derrière. Pour avoir le meilleur SI du monde, si vous n'avez pas une organisation derrière de professionnels, mais en même temps, effectivement, le SI, c'est quelque chose d'indispensable et qui permet et favorise ces différentes coopérations. Pour ça, il faut des SI communicants. Donc là, ça, c'est toute la difficulté, tout l'enjeu des années qui viennent. C'est l'interopérabilité, c'est la communicabilité entre les différents SI, puisqu'il faut que les données elles se partagent, elles puissent s'échanger. Et avec une zone d'ombre aujourd'hui, je dis très honnêtement, qui est le SI médico-social. Parce qu'effectivement, vous avez la CNAM qui accompagne sur la partie libérale, le ministère qui accompagne, la DGOS qui accompagne sur la partie hospitalière via hôpital numérique, et sur le médico-social. Vous avez jusqu'à présent, là maintenant la DGCS est en train de monter avec la CNSA, sont en train de se lancer là-dessus, mais jusqu'à il y a 2 ans, il y avait absolument pas de plan d'équivalent de l'hôpital numérique ou de plan du côté médico-social. Alors si à la fin on développe des SI hôpital-ville, mais qui ne soient pas sur lequel le médico-social ne puisse pas partager, je ne sais pas comment on va parler parcours à la fin. Donc là, on a un vrai enjeu autour effectivement du fait que le médico-social doit être vraiment aussi totalement intégré dans cette réflexion numérique SI générale. Dans les autres évolutions, il y a l'évolution des compétences entre professionnels de santé. Et là, c'est un sujet qui reste un sujet très compliqué. On en a peu parlé. Moi, c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué sur mes 2 années de fonction. Je suis arrivée avec beaucoup de naïveté sur ces sujets-là, en pensant, les médecins nous disent qu'ils sont surchargés de travail, qu'ils n'en peuvent plus. On voit bien qu'il faut dégager du temps médical aussi, parce que travailler à des protocoles partagés, travailler à de l'organisation, à de la coordination, etc., il faut du temps, au-delà même de la masse de patients auxquels il faut répondre. Donc, développer et favoriser des délégations de compétences, faire évoluer de nouveaux métiers avec la pratique avancée ou des choses comme ça, ça me semblait assez naturel. C'est tout sauf naturel. Je me souviens d'un comité de suivi du plan d'accès aux soins, en présence de la ministre. Le comité durait 1h30. Pendant 1 heure, ça a été une attaque en règle de tous les représentants des différentes professions de santé, parce que alors là, ce n'est pas un monopole médical, hein, ce sujet-là, où ils se sont tous attaqués les uns et les autres. Les mêmes qui reprochaient aux médecins de ne pas vouloir de leur déléguer de compétences, refusaient de déléguer eux-mêmes des compétences à d'autres professionnels à côté. Les infirmiers, les kinés, enfin bon... oui, voilà, exactement. Donc, on a eu un florilège. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient incohérents entre eux. Ça a duré 1 heure hein, quand même. Ce n'était pas l'ordre du jour de la réunion avec la ministre. Et c'est la seule chose qu'ils avaient à dire au bout de 6 mois sur le plan d'accès aux soins, c'était ces sujets en règle. Je vous renvoie à la discussion qu'il y a eu au Parlement autour des amendements Meignet, où ça a été aussi... et moi, j'ai été très marquée par la discussion sur les IPA. Cette fameuse pratique annonce, c'est un dossier qu'on a porté, que la DGOS portait en propre. Hein. Yann l'a vécu avec moi. Il y a un moment donné, mais on ne s'est pas vu passer sur le sujet. On est quand même extrêmement en retard sur le sujet de la pratique avancée par rapport à tous les autres pays. Et là, on s'est retrouvé entre, d'un côté, une expression d'une volonté d'une autonomie complète, donc une sorte de création de professions concurrentes, et de l'autre côté,
une expression disant, en gros, c'est que des infirmières. Moi, c'est si vous m'ôtez les petites, le suivi du petit suivi du quotidien, moi, j'ai plus rien à faire. Et puis, c'est moi moi, j'ai 9 ans d'année de médecine ou j'ai 10 ans, etc. Eux, ils ont que 5 ans, et donc, etc. On a eu tout. On a eu tout. Et on était au milieu. Et dès qu'on avançait vers l'un, ça repartait vers l'autre. Enfin, on a réussi à passer avec beaucoup d'efforts, beaucoup de pédagogie et beaucoup d'expression, avec un modèle qui sera un peu un modèle à la française, qui va sans doute évoluer par la suite, qui est une première étape. Mais c'était quand même extrêmement, extrêmement révélateur des difficultés à avancer. Et ça, c'est vraiment pourtant indispensable. Ce n'est pas qu'une question de temps médical, c'est une question de travail en équipe. Pour du travail en équipe, il faut du partage de compétences et il faut se faire confiance. Et il faut pouvoir effectivement organiser de façon pluriprofessionnelle ces différentes prises en charge. Si chacun reste dans une logique corporatiste de défense de son champ de compétences ou dans une revendication d'une très grande autonomie qui pousse plutôt à être dans une logique de concurrence de compétences, on a assez déjà de concurrents potentiels sur un territoire, on n'en sortira pas. Et donc là, il y a vraiment quelque chose, et pourtant, c'est une des évolutions fondamentales. Ceux qui travaillent dans des MSP très intégrés aujourd'hui, c'est leur quotidien. Enfin, tu parlais de Azalée, Pascal pourra en témoigner. Je ne pense pas que tu te poses ces questions-là, Pascal. Et pourtant, voilà. Et au niveau national, le CPO, ça marche, notamment le P de posture, ça marche énormément pour faire blocage à ce type d'évolution. Dans les autres conditions, alors là j'essaie de reprendre mes notes parce que vous m'avez fait sortir un peu complètement de ce que j'avais pu essayer de... je dirais les débats m'ont amené à me réinterroger sur un certain nombre des discussions qu'il pouvait y avoir. Le sujet du financement, oui. Les sujets effectivement, des financements, qui est un sujet assez fondamental. C'est clair que dans un système comme aujourd'hui, où l'essentiel de l'activité hospitalière en ville est financé justement à l'activité, à l'acte, c'est compliqué. C'est compliqué de faire avancer les choses. Ce qu'on ne vous a pas dit sur TSN Land, c'est que par exemple, le constat au bout d'un an de l'hôpital de Mont-de-Marsan, c'est que ça marchait tellement bien, effectivement, en limitant les passages par les urgences, plutôt avec des admissions directes ou des retours directs, etc., qu'il avait fait son bilan, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, moins 1 million d'euros. Moins 1 million d'euros. Du fait notamment du perte des entrées, des passages aux urgences. C'était 1 million d'euros en moins. Ils s'en félicitaient. Hein. Ils s'en félicitaient parce que c'était le constat que ça a marché. Mais pour autant, on peut imaginer aussi qu'inversement, vu ses propres responsabilités vis-à-vis de son établissement, ça peut être difficile à assumer dans la durée. Et n'oublions pas, on parle toujours de la T2A pour l'hôpital, mais la rémunération des libéraux, elle est essentiellement à l'acte aujourd'hui. Donc effectivement, si on fait du partage de prise en charge, et donc si à chaque fois que vous perdez un accompagnement ou un suivi, vous perdez de la rémunération, vous arrivez vite à la limite du modèle. D'où le fait qu'effectivement, il faut faire évoluer les modes de financement et aller plus loin sur l'évolution de ces modes de financement. Il y a des financements forfaitaires, il y a des financements partagés, il y a de l'intéressement collectif. C'est les expérimentations qui sont en cours dans le cadre de l'article 51, autour de l'épisode de soins, autour de PEPS et IPEP qu'évoquait Pascal Gendry avant. C'est assez fondamental. Ça fait partie effectivement des conditions pour que effectivement, cette coopération territoriale elle puisse plus fondamentalement se développer à l'avenir. Mais là aussi, c'est pas évident. Parce qu'effectivement, quand j'entends parler tout à l'heure d'identité, moi, j'aime pas trop le terme d'identité professionnelle parce que ça me renvoie justement à tous les blocages qu'on peut retrouver par ailleurs. Le sujet de l'acte reste quand même quelque chose d'identitaire assez important. Et pour l'instant, à chaque fois qu'on veut faire bouger les modes de rémunération, c'est en mettant du plus. Ça freine quand même beaucoup l'évolution. À un moment donné, il va bien falloir qu'on fasse de partage de rémunération. Et là, on n'en est pas encore à cette étape-là. Puis après, je vais revenir à des sujets plus fondamentaux. Là, j'étais sur des évolutions un peu structurelles, un peu fondamentales. Si on veut de la coopération sur les territoires, ville, hôpital, médico-social, il y a quand même un enjeu, c'est de se connaître mieux.
Ça a été dit plusieurs fois à certains moments. Il faut retourner aux basiques, hein. C'est d'abord des relations humaines. Et beaucoup aujourd'hui de la coopération, d'ailleurs, se fait par relations humaines, de l'adressage direct entre professionnels qui se connaissent. Et sur ça, on a quand même du travail. Là aussi, je vais être peut-être un peu brute, voire brutale, mais je fréquente beaucoup d'hospitaliers et beaucoup de libéraux. Les écarts de compréhension entre les uns et les autres, des deux côtés, sont quand même assez importants. Je m'adresse aux hospitaliers. Il ne faut jamais oublier que vos libéraux, c'est des professions indépendantes, des professions libérales, hein. Donc il y a quelques fondamentaux culturels qui sont associés à ça. Ce n'est pas des salariés avec un contrat de travail dans une relation de travail. Voilà. Donc ça, il faut toujours l'intégrer dans la façon dont on peut s'adresser ou discuter avec eux. Quand je vois les discussions sur la PDSA, alors je vais être à contre-courant de certaines positions. Si je faisais un test ici, je pense que la plupart me diraient qu'il faudrait sans doute rétablir l'obligation de la PDSA. Je ne vais pas revenir sur l'historique de savoir si en 2003 ou 2004, je sais plus, 2002, il leur aurait fallu ou pas supprimer l'obligation de PDSA. En tous les cas, c'est fait. Et aujourd'hui, si on arrive avec le sujet de dire il faut rétablir l'obligation de PDSA, comme je l'entends régulièrement, vous allez juste faire sortir les couteaux. C'est un chiffon rouge, ça va braquer totalement et on ne va pas réussir à avancer sur ce sujet. Si on veut avancer sur ces sujets-là, c'est plus effectivement en travaillant sur ce qu'on est en train d'essayer de porter les uns les autres, de la responsabilité collective, et que sont sous-porteuses aussi la logique des CPTS, à un moment donné, de créer sur un territoire une sorte de responsabilité collective, que de renvoyer systématiquement à la responsabilité individuelle, ce qui est comme l'était l'obligation de la PDSA. Moi, je reste convaincue que si demain, justement, on réussit ce pari d'une plus grande structuration des acteurs de la ville, mais plus globalement des acteurs sur le territoire, ils vont avoir le souci de mieux organiser la réponse aux soins non programmés. Et s'ils ont le souci de mieux organiser la réponse aux soins non programmés, ils auront le souci de mieux organiser la permanence des soins derrière. Et je crois beaucoup plus en y arrivant par cette logique-là, où en fin de compte, chacun devient responsable de son territoire et de la population sur son territoire, que par une forme de mythologie d'un retour à la contrainte et au bâton qui ne fera que ramener les professionnels libéraux immédiatement dans le refus de la coopération, de la discussion derrière. Bon, et inversement, les libéraux pardonnez-moi, mais ont quand même besoin aussi de comprendre que l'hôpital, c'est pas qu'une machine bureaucratique. Le directeur n'est pas qu'un administratif, bon, ça c'est vrai aussi pour les médecins hospitaliers, n'est pas qu'un méchant administratif qui n'a qu'un intérêt, l'équilibre financier de son établissement. Voilà, je crois qu'on a tous des représentations. Il faut qu'on réussisse à sortir de ces représentations-là. Des petites choses. Les professionnels de ville, comme ils sont rémunérés encore à l'activité et à l'acte, les réunions, il y a certaines journées où c'est pas bien, c'est pas pratique pour eux d'organiser sur certaines journées ces réunions-là, ou à certaines heures. Ces petites choses comme ça qui sont simplement de la compréhension mutuelle, du respect mutuel, et qui font avancer les choses. Après, on peut passer au barbecue, c'est bien aussi, ça peut aider. Et ça passe aussi, il y a un enjeu fondamental, c'est celui de la formation. Je plaide vraiment fortement pour qu'on développe dans la formation les espaces un peu communs, donc des formations pluriprofessionnelles. Donc si dès la formation, médecins, professionnels de santé n'apprennent pas à se connaître, c'est quand même problématique, si c'est qu'au moment de l'exercice qu'ils sont amenés à se connaître. Pourquoi pas demain aussi des formations communes entre des directeurs d'hôpitaux, des 3S avec des médecins ou d'autres professionnels de santé. Ça existe pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qui l'empêcherait demain d'avoir des petits temps de formation commune? Je pense que tout le monde devrait aussi avoir des formations sur l'organisation du système de santé. Parce que quand tout ce qu'on peut entendre, ça fait mal par moment quand même. Et aujourd'hui, la formation des directeurs d'hôpitaux, il n'y a pas de module sur les soins primaires. Les médecins ou professionnels, je pense que la partie sur l'organisation générale du fonctionnement du système de santé doit être réduite. Je ne sais pas si elle est existante ou elle est à portion congrue. Or, vous allez tous être demain, encore plus si on est dans une logique de responsabilité populationnelle, à être amené à exercer dans un écosystème. Et cet écosystème, il faut le comprendre. On ne vous demande pas d'être un spécialiste, de connaître tous les acronymes du système de santé. De toute façon, je pense que personne ne sait les traduire tous.
mais au moins de comprendre quelles sont les bases de cet écosystème. Et ça fait aussi, ça permettra d'avoir un corpus un peu partagé et à un moment de partager un minimum, parce que si on n'a pas un minimum de partage de discours commun, de langage commun, c'est vraiment compliqué. Et alors là, la volonté d'une responsabilité populationnelle ou de santé communautaire, ou les termes qu'on a pu entendre, il va être très loin. Et puis la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, la dernière condition pour moi pour que ces évolutions soient possibles, et il est plutôt renvoyé d'ailleurs aux autorités, aux différentes autorités, d'ailleurs qu'elles soient hospitalières ou aux autorités de régulation, c'est de faire confiance. Voilà, faire confiance aux acteurs. Moi, j'estime que l'essentiel des cadres aujourd'hui sont présents. On a développé la plupart les cadres de travail, vous les avez, les cadres de coopération, la plupart, vous les avez. Les évolutions qui restent à faire sur les SI, les financements, etc., on sait à peu près vers où on veut aller, mais l'essentiel est quand même là, et qu'aujourd'hui, et Ma Santé 2022, objectivement, elle va jouer sur les territoires. C'est pas un sujet national en soi, et puis je pense que d'ailleurs il faut que ce soit moins possible un sujet national, parce que chaque fois qu'on renvoie un sujet au niveau national, là le CPO revient au galop, et en général on retrouve effectivement du blocage institutionnel, du blocage d'acteurs. Or là maintenant effectivement ça se joue sur les territoires, mais encore une fois ça veut dire que c'est une logique, ce que Pascal Gendry plaidait beaucoup dessus, l'accompagnement. On est de moins en moins dans les outils classiques de la régulation qu'on a pu utiliser dans le passé, la planification, les financements et autres. On est effectivement beaucoup plus aujourd'hui dans cette logique d'accompagnement, mais ça suppose aussi de se faire confiance. Il faut se faire confiance aussi, oser porter des projets et se faire confiance en soi. Ça rejoint à ce que j'évoquais tout à l'heure. Demain, c'est l'équipe qui compte, c'est les collectifs de travail, et donc il faut se faire confiance. Et donc savoir effectivement résister au retour de la norme, le retour de l'individualisme, le retour de tous ces réflexes un petit peu naturels qui peuvent se retrouver. Parce qu'effectivement, l'intérêt général ne suffit pas en soi pour accompagner les acteurs à évoluer d'eux-mêmes. Donc voilà, maintenant c'est vraiment à vous. C'est vous qui avez les choses en main pour que les choses changent, les choses changent fondamentalement et qu'on puisse, dans 5 ou 10 ans, constater que notre système aura évolué. Ne demandez surtout pas à ce qu'on encadre, norme, prescrive les choses, s'il vous plaît. C'est vraiment mon conseil final.